Oui, Oui, bonjour. Oui, bonjour. 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 Bien, donc la rhinite allergique, j'ai décidé de la faire en tant qu'allergologue pédiatre parce que je m'en occupe beaucoup et donc je pense que c'est pas tout à fait une affaire d'ORL, mais beaucoup plus de l'allergologue. Et je vais vous expliquer tout cela au fur et à mesure. Donc la rhinite allergique est une maladie chronique des voies respiratoires qui est très fréquente. Sa prévalence en Europe est estimée à 15 à 20%. Je pense qu'on n'est pas loin de ces chiffres-là en Tunisie. La prévalence de la rhinite allergique en Suisse, par exemple, elle a augmenté de 1% à 12% au cours de ces 70 dernières années. Bon, les causes supposées peuvent être surtout liées à l'environnement, la pollution, la couche d'ozone, la tendance à l'urbanisation, le style de vie occidental, etc. Donc, elle constitue par sa prévalence élevée un problème de première importance. Également parce qu'elle coûte cher. Sa prise en charge coûte cher. Et elle a un lien relativement étroit avec l'asthme, puisqu'il y a une continuité des voies respiratoires, hautes et basses. Et elle altère beaucoup la qualité de vie, que ce soit chez les adultes ou encore aussi chez les enfants. Bon, elle pose aussi le problème d'un sous-diagnostic parce que on a tendance à pas aller directement sur le nez et les parents ont tendance aussi à banaliser les symptômes de la rhinite. Mais quand on fait le diagnostic, on les prend en charge correctement, il y a une nette amélioration et satisfaction de la part des parents et des enfants. Alors, la rhinite allergique fait partie de la marche atopique. Quand on a un ou plusieurs parents qui sont atopiques, donc c'est génétiquement médié, il y a plus de chances ou de malchance pour que l'enfant soit également atopique. Et ainsi, donc, vous voyez que sur ce schéma-là, que la fréquence augmente nettement quand les deux parents, par exemple, sont allergiques, 50 à 60% des enfants vont également l'être. Et quand les deux parents ont les mêmes symptômes, à savoir par exemple la rhinite allergique, et bien les enfants ont 70 à 80% de chances de l'être aussi. Donc, posez cette question simple, est-ce qu'il y a de l'atopie dans la famille? Elle peut vous aider pour identifier le profil allergique des enfants. Donc, quand il y a une atopie, il va y avoir, bien sûr, quand on est exposé à l'environnement, une sensibilisation, donc aux allergènes, et l'allergie, c'est finalement les manifestations cliniques. Et c'est ainsi que schématiquement, il y a cette marche atopique dont on parle beaucoup, avec le fait qu'au début, on a de l'allergie alimentaire, de la dermatite atopique très tôt, et puis après, il y a l'asthme et la rhinite allergique. Donc, on a tendance à dire que la rhinite allergique survient plus tard dans la marche atopique. Les signes cliniques, quel que soit l'âge, c'est d'abord une rhinorrhée claire. Elle n'est pas muqueuse, elle n'est pas purulente. Elle est claire. Ou bien il y a une obstruction nasale avec une respiration buccale très bruyante. Déjà, d'emblée, quand on a l'oreille sur le nez des enfants, on l'entend même sans les regarder. Et ils ont tendance à faire alors ils sont en consultation, donc c'est très facile à mettre en évidence. Ils respirent bien sûr par la bouche. Et les éternuements en salle. Ça, c'est souvent rapporté par les parents, parce que ça dérange réellement. Ce n'est pas un éternuement, c'est plusieurs. Donc, vous voyez, ces trois symptômes, c'est les symptômes qui amènent à consulter le plus. Soit un écoulement, soit une obstruction, soit des éternuements. Après, il peut y avoir des démangeaisons au niveau de la gorge et souvent un raclage.
Ils font ça. Et quand on est habitué, on leur demande est-ce que ça gratouille, c'est pour ça que vous faites ça. On appelle ça aussi le hémage. Donc, il y a certains enfants en période pollinique qui ont cette démangeaison. Bon, le prurite nasal est connu un tout petit peu par tout le monde parce qu'il y a ce fameux salut rhinitique et ils ont tendance à se gratouiller de cette manière-là. C'est bizarre, moi je leur dis, mais gratouillez-vous de cette manière-là, c'est mieux parce que sinon ils vont créer un pli nasal qui va rester, c'est dommage. Donc ils signent sur leur visage leur maladie. Maintenant, l'hypolanosmie, c'est tardif, ce n'est pas vraiment une caractéristique de l'enfant. Et les manifestations oculaires sont souvent associées à la polynose. Donc, on les voit plus, ils sont associés à la rhinite. Pas aussi fréquent que ça chez l'enfant, mais souvent en période pollinique. Et qu'est-ce qu'ils ressentent? Ils ressentent du sable dans les yeux, ils peuvent avoir des rougeurs, des larmoiements à prurite. Bien sûr, là, quand c'est associé à la rhinite. Mais quand c'est la conjonctivite par elle-même, elle peut donner aussi des kératites et c'est beaucoup plus sévère et vous allez le voir tout à l'heure. Des fois, l'acuité visuelle est largement diminuée. En plus, les traitements qu'on va proposer à type de corticoïdes, il y a des risques de complications. Alors, vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué quand la conjonctivite ou la conjonctivo-kératite arrive seule et pas avec la rhinite. Mais quand elle est associée, c'est beaucoup plus simple et elle répond bien au traitement de la rhinite. Alors, en fonction de l'âge, on voit chez les tout petits un retentissement sur l'oreille avec le risque de petite séromuqueuse, des penchements, du fait de la dysfonction et de l'obstruction du nez. Et donc, ils peuvent ne pas bien entendre, etc. Donc, voilà, chez les plus petits, préscolaires, scolaires. Et l'adolescent, par contre, ils font des rhinocérusites. Ils peuvent avoir des céphalées et le disent. Et ils peuvent avoir aussi, souvent rapporté par les parents, la mauvaise haleine et les troubles de l'odorat, comme je vous ai dit, qui surviennent un peu plus tard. Donc, la mauvaise haleine, c'est un symptôme que rapportent les parents. C'est en fait souvent en rapport avec une stagnation des sécrétions au niveau de la cavité buccale et ça peut sentir mauvais. Il y a aussi des signes atypiques tels que la toux, mais pas en rapport avec l'asthme. C'est une toux qui est souvent grasse et matinale, contrairement à la toux de l'asthmatique, beaucoup plus sèche et survient dans la nuit, réveillant l'enfant. C'est pas tout à fait pareil, mais bien sûr, on a d'authentiques associations à l'asthme, de la rhinite. Et il peut y avoir aussi des troubles du sommeil avec une fatigue, une irritabilité et des mauvaises performances scolaires. L'association, maintenant je vais vous parler des comorbidités et forcément je vais commencer par l'asthme. L'association avec l'asthme est très fréquente. Et donc vous voyez qu'ici, quand on a une rhinite persistante, c'est l'association, elle est dans pratiquement la moitié des cas. Et on a cette association dans les deux sens. Quand on a une rhinite allergique, seule, il y a 10 à 40% de chance, de malchance, que l'enfant développe secondairement un asthme. Et quand on a un asthme, il faut absolument rechercher la rhinite allergique. Dans l'examen, obligatoirement, elle est fréquente, elle est dans presque 60% des cas chez les enfants est présente et encore plus chez les plus grands, les adolescents. Donc, recherchez-la automatiquement. Maintenant, plus jeune, la rhinite allergique, quand elle est là, chez les moins de 30 mois, elle est prédictive d'un asthme persistant. Donc, quand il y a une rhinite d'allure allergique chez le nourrisson, bon, elle n'est pas très fréquente, 18% des cas. Ce n'est pas l'âge de prédilection. Et on a dit que ça vient tardivement dans la marche atopique. Cependant, ce n'est pas toujours vrai. Et ça peut se voir dans 18% des cas chez les plus petits,
Mais attention alors, à ce moment-là, ils ont plus de risques de persistance de leur asthme. Chez les enfants plus grands, 3 à 18 ans, c'est également un indicateur de la persistance de l'asthme. Donc, vous voyez, c'est un peu plus de sévérité finalement, le fait qu'il y a association des deux. Chez le nourrisson, comme je vous ai dit, donc c'est rare qu'il y ait l'association avec donc une rhinite allergique à proprement parler chez le nourrisson. Et dans cette étude-là, quoique pas très importante, comme je vous ai dit, chez les moins de 18 mois, c'est un marqueur, pas seulement de persistance, mais d'allergie probable, surtout quand les parents sont également allergiques ou quand il y a des stigmates standards de l'allergie, tels que l'hyperéosinophilie ou les IgE élevés. D'autres comorbidités, la conjonctivite, qui peut être associée à la rhinite dans pas mal de cas, surtout ceux qui ont la rhinite polynique, donc une association qui est relativement fréquente. Mais quand c'est perannuel, la conjonctivite n'est pas aussi fréquente chez l'enfant. Alors, quand ils sont associés, c'est plus simple à gérer. Mais quand il y a la conjonctivite seule, peut-être je dis un mot, l'ophtalmo ne va peut-être pas parler particulièrement de l'allergologie, mais en fait, la conjonctivite nous dérange beaucoup quand elle est seule, parce qu'elle est souvent localisée et que les mastocytes sont présents au niveau des conjonctives et pas de façon systémique. Et ce qui fait qu'on ne trouve pas de stigmate de l'allergie pour l'identifier par les tests cutanés IgE spécifiques. Et ce qui nous amène à se rabattre sur les tests de provocation conjonctivale si on veut proposer une désensibilisation ou une immunothérapie allergique, qui peut marcher très bien avec la conjonctivite allergique. Mais notre affaire est beaucoup plus simple quand il y a l'association avec la rhinite. D'abord, généralement, c'est moins sévère, ça répond au traitement de la rhinite et on a plus possibilité d'identifier l'allergie et donc de mettre en route un traitement par l'immunothérapie. La sinusite également, elle peut exister, mais elle est cependant moins fréquente, se voit beaucoup plus chez les grands enfants et son origine allergique n'est pas toujours bien établie, sauf si on a une sinusite chronique, bilatérale, etc. L'otite séromuqueuse, plus l'apanage des tout petits, c'est une otite moyenne qui va par la suite évoluer, récidiver et favorisée par l'obstruction nasale. Les facteurs qui favorisent, c'est l'otite séromuqueuse en elle-même. C'est les antécédents d'otite, l'obstruction tubaire, les repentis sur l'oreille, l'éventuel reflux gastro-œsophagien qui se rajouterait, et puis les allergies respiratoires. Donc, quand il y a une otite séromuqueuse, bon, ce n'est pas forcément d'allure allergique, ce n'est pas forcément allergique, c'est une complication possible chez les tout petits. Mais quand on voit qu'elle apparaît pas seulement l'hiver, mais également au printemps, on a tendance à penser que c'est un signe pour dire que c'est probablement allergique, surtout quand il y a des parents qui ont des antécédents. Et aussi le fait qu'elle répond bien au traitement par les corticoïdes topiques. Donc ça, c'est aussi un peu en faveur de son origine allergique. Maintenant, un autre problème que les parents soulèvent souvent, c'est l'attaque bucco-dentaire. Donc, est-ce que la rhinite allergique est l'un des facteurs qui favorise les caries dentaires? En effet, dans cette étude que je vous rapporte, il y a plus de caries, 8% chez les enfants qui ont la rhinite, que chez les enfants qui n'ont pas. Mais la relation de cause-effet est très difficile à mettre en évidence. Il y a le fait qu'il y a les corticoïdes intranasaux qui favorisent l'acidité. C'est un facteur cariogène. Et également, en plus de la qualité de la salive, qui est plus abondante chez les patients atteints de rhinite,
il y a également la sécheresse buccale du fait que ces enfants ont tendance à respirer la bouche ouverte et il se crée également un biofilm qui entrave l'auto-nettoyage chez ces enfants-là. L'obésité et la relation avec l'asthme est maintenant établie. Par contre, avec la rhinite, de plus en plus on en parle parce qu'il y a le rôle pro-inflammatoire de l'obésité, car les tissus adipeux est un lieu important pour la production de cytokines. L'impact sur la qualité de vie, ça c'est la chose la plus importante que je dois vous dire, parce que elle retentit clairement sur la qualité de vie aussi bien de l'enfant que ses parents, et c'est souvent à ce moment-là qu'il la met, parce qu'il fait de mauvaises nuits, parce qu'on a l'impression qu'il est tout le temps embrumé, et souvent les parents ne disent pas il a la rhinite allergique, ils disent il est tout le temps grippé. Alors je ne vous parle pas des risques. Quand les parents sont inquiets sur la qualité de vie de leurs enfants parce qu'ils ne dorment pas bien, qu'ils ont tout le temps la rhinite, ils amènent souvent voir les médecins qui vont mettre souvent rapidement un antibiotique. Donc, vous voyez pourquoi je vous dis qu'il y a des retards dans le diagnostic et la prise en charge de la rhinite allergique. Alors, le diagnostic positif repose bien entendu sur une évaluation clinique par l'anamnèse, l'examen clinique, éventuellement la rhinoscopie antérieure. Si on doit l'amener à l'ORL, il doit faire notre rhinoscopie antérieure au moins une fois. Et puis, des tests sanguins, des tests cutanés, des tests de provocation nasale, ce n'est pas courant, c'est même très rare et exceptionnel. Et l'examen radiologique ne sont pas faits de façon précoce. Je vais vous développer un tout petit peu tout cela. Donc, l'anamnèse est un élément important. C'est un temps très important de la consultation. On va voir s'il y a des facteurs déclenchants, que ce soit le temps ou le lieu, la saison ou le lieu. Et généralement, les symptômes de la rhinite allergique sont matinaux. C'est à ce moment-là, ils vous disent le réveil. Les salves d'éternuement, c'est le réveil. La toux, c'est le réveil. L'obstruction, le nez plein, c'est le réveil. Alors, les symptômes peuvent s'aggraver à l'intérieur de la maison parce que l'enfant est sensibilisé aux acariens ou aux animaux, enfin, nerfs d'animaux. Ou bien, c'est plus au dehors. C'est quand il y a la saison pollinique ou les moisissures atmosphériques de l'extérieur. Et puis, le fait que les saisons, c'est important à faire préciser. Est-ce que c'est toute l'année ou c'est seulement le printemps? Là, c'est aussi en faveur de la sensibilisation au pollen, quand ça survient uniquement au printemps. Alors, il y a d'autres facteurs qui ne sont pas allergéniques, proprement parlé, mais qui sont des irritants. Quand ces enfants sont soit inhalent des odeurs fortes, ils sont en train d'éternuer, l'obstruction nasale, etc. Ou le nez qui coule. De même que quand le temps est pollué, ils sont gênés à ce moment-là. Également, les modifications de température, humidité, le changement de temps d'une saison à une autre, surtout quand il s'agit de rhinite d'allure non allergique. Alors, l'examen clinique est relativement pauvre, c'est des signes indirects qu'on recherche. Bon, à part l'inspection qui peut montrer le trait nasal caractéristique du fait du prurite, sinon on peut mettre en évidence déjà l'examen quand ils respirent la bouche ouverte, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils sont très bruyants, ou bien ils ont un écoulement au niveau du nez. L'examen chez l'ORL, généralement j'en vois au moins une fois. Surtout les grands enfants, je les envoie au moins une fois. Parce que la rhinoscopie antérieure a remplacé, bien sûr, tout ce qui est radiologie, et elle va apprécier l'œdème, la coloration des muqueuses avec un aspect lilas, comme c'est le cas ici, et peut retrouver l'hypertrophie des cornets, également une déviation de la cloison,
Donc, c'est un moment qui peut être important. Sans parler des signes d'inquiétude, évidemment. Si on a une épistaxis ou des signes inhabituels, il faut envoyer à l'ORL. Et il nous est arrivé d'avoir un enfant qui s'est présenté avec une épistaxis. Ce n'était pas une rhinite allergique, c'était un cancer du cavum. Ça peut se voir. Donc, soyez vigilants. C'est vrai que la rhinite allergique est la plus fréquente, mais cependant, soyez vigilants. L'otoscopie, bon, c'est l'affaire du pédiatre. C'est un peu pour diagnostiquer l'otite séromuqueuse. Comme je vous ai dit, les radios ont été supplantées largement par le nasofibroscope, que ce soit la radio des sinus ou la radio du cavum. Et la tomodensitométrie, par contre, il faut la faire dès qu'on a un doute diagnostique pour diagnostic différentiel. Par contre, les tests cutanés, c'est la base de notre exploration. Donc, on va faire les tests cutanés en long, en large, j'espère qu'on le fera en atelier. Et donc, bien sûr, on va déposer les gouttes sur l'avant-bras, témoins positifs, témoins négatifs et les différents allergènes, acariens et pollen, et puis alternaria. Et puis, on va faire la lecture 15 minutes après et on va identifier la papule. C'est la papule qui compte. Elle doit être supérieure à celle du témoin négatif, au moins égale à 3 mm et supérieure à la moitié du témoin positif, pour dire qu'il y a une sensibilisation. Donc, le fait que les tests soient positifs, ce n'est pas synonyme d'allergie, mais de sensibilisation. L'allergie, c'est la relation de cause à effet entre l'allergène identifié et les symptômes que présente l'enfant. Il peut y avoir également des tests usuels comme sanguins, l'hyperogénophilie, les IgE qui peuvent être élevés, mais c'est rarement le cas quand il s'agit de rhinite allergique. C'est plus vu quand ils sont tout petits pour voir si dans l'asthme ou dans la dermatite atopique associée, il y a un risque de persistance des symptômes de l'asthme à un âge plus grand. Pour les IgE spécifiques, des fois, les tests cutanés ne sont pas très informatifs parce que soit l'enfant a reçu un antihistaminique, soit qu'il a une dermatite atopique, on n'arrive pas à faire une concordance clinique avec l'allergène coupable. Et donc, on peut faire des IgE spécifiques. Mais la corrélation entre test cutané et IgE spécifique, elle est très étroite. Bien sûr, quand on n'a pas de test cutané, on peut demander des IgE spécifiques. C'est aussi bien, aussi informatif. Ça peut nous faire aboutir sur une immunothérapie allergénique, évidemment, mais cependant, ça coûte bien plus cher. Les recombinants, on en a parlé, j'en ai parlé hier, on en reparlera la prochaine ou la fois d'après séance. Et donc, ils prennent de grande importance, ces allergènes recombinants, parce que là, on ne teste pas l'allergène entier, mais des protéines allergéniques qui sont contenues dans l'allergène entier. Ils vont nous dire est-ce que ces protéines, elles sont majeures ou mineures, identifiant l'allergène pour nous dire est-ce que notre allergène est majeur ou mineur. Et ça, c'est important parce que s'il est majeur, par exemple, comme pour le bouleau, c'est le BLVA, pour les graminées, c'est le phléum P1 et P5, pour l'olivier, c'est le lait E1. Et donc, quand on a un allergène majeur qui est identifié, ben, la prise en charge par une immunothérapie, évidemment, elle va aboutir à un succès plus important parce qu'on a l'allergène coupable. Pour les mineurs, il n'y a pas de souci. Souvent, c'est en rapport avec une réactivité croisée. Alors, le test de provocation nasale, comme je vous ai dit, il n'est pas fait de façon courante. Il est réservé à certains allergologues, mais il a une place. Il a une place dans la rhinite allergique locale, où on a les symptômes qui ressemblent à la rhinite allergique à 100%, avec toutes
les signes cliniques, à savoir l'écoulement, l'obstruction, les éternuements. Malheureusement, on n'arrive pas à mettre en évidence l'allergène, ni par les tests cutanés, ni par, ni par les IgE spécifiques. Et par contre, on peut les prendre en charge de la même manière sur le plan médicamenteux. Mais alors, comment faire pour l'immunothérapie? On n'a pas de solution, sauf pour faire ce que je vous ai dit avant, le test de provocation nasale par les allergènes habituels. Mais il faudra une pratique de l'allergologue qui peut maîtriser ce test de provocation nasale. Bien sûr, le test de provocation bronchique n'est jamais fait. C'est interdit. Le diagnostic différentiel, je n'insiste pas beaucoup, mais il y a des signes qui peuvent nous amener à penser qu'il s'agit peut-être d'autre chose quand les sécrétions sont purulentes, quand il y a une épistaxis, quand il y a une maladie sous-jacente connue qui peut être associée à tout ce qui est rhinite, on vous en parlera tout à l'heure, polypose nasociligienne, etc. Donc là, il faudra faire une recherche plus approfondie par des examens ORL spécialisés, mais également par des examens radiologiques. Les diagnostics différentiels, infectieuses, en période hivernale, surtout chez les tout petits qui vivent en collectivité, ils sont fébriles, l'écoulement nasal est purulent, les adénopathies cervicales. Il peut y avoir une histoire de corps étranger. Les enfants peuvent mettre au niveau du nez des corps étrangers. Donc, posez la question, surtout quand ils vous parlent chez les tout petits d'odeur fétide. Pensez aux corps étrangers. L'association à la dyskinésie ciliaire, j'en ai parlé. Et puis, une association à l'hypertrophie des végétations. Ça, c'est le pain quotidien du pédiatre. Alors, est-ce que c'est les végétations ou bien est-ce que c'est la rhinite allergique? Est-ce qu'il faut faire le geste d'enlever les végétations ou pas? Donc, généralement, les végétations, c'est les plus jeunes. Et ils rentrent dans le cortège infectieux, souvent, avec des pharyngites, des rhinopharyngites. Un retentissement aussi sur l'oreille. Et que plus grand, alors pensez plutôt, quand il y a aussi des antécédents familiaux, est-ce qu'il s'agit de rhinite allergique? Parce que si on va sur l'ablation des végétations, attention, on peut tomber sur le fait que l'enfant ne s'améliore pas du tout. Donc, moi, je les observe un bon bout de temps avant de décider d'enlever les végétations. Ça, j'y vais pas très rapidement. Une fois qu'on a identifié la rhinite allergique, on va essayer de voir est-ce qu'elle est sévère ou pas. Et d'abord, est-ce qu'elle est intermittente? Parce que les symptômes surviennent de moins de 4 jours par semaine, moins de 4 semaines consécutives, ou bien elle est persistante parce que les symptômes sont supérieurs à 4 jours par semaine et supérieurs à 4 semaines consécutives. Et quand elle est persistante, elle peut être légère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'altération sur la qualité de vie ou de symptômes très gênants, ou modérée et sévère quand au moins un des éléments existe. La prise en charge thérapeutique et l'objectif du traitement, c'est d'alléger les symptômes et d'améliorer la qualité de vie de ces enfants. La prise en charge repose sur l'éducation, sur l'éviction des allergènes, sur les traitements médicamenteux pour soulager et sur l'immunothérapie qui est le traitement radical, entre guillemets. Alors, l'éviction allergénique, ce n'est pas toujours simple. Quand il y a le pollen, ce n'est pas du tout possible. Et quand il y a les allergènes à l'intérieur de la maison, alors, va leur expliquer comment faire pour lutter contre les acariens. En enlevant tout ce qui est tapis, gros rideaux, les peluches, et nettoyer la maison à l'eau, ne pas balayer et mettre les housses anti-acariens. Voilà le meilleur moyen de lutte contre les acariens. Par ailleurs, il faut bien sûr aérer les chambres. Si elles sont ensoleillées, c'est tant mieux. Et puis, donc voilà.
ne pas les exposer au tabac, ces enfants. C'est un irritant qui peut favoriser la pérennisation de la rhinite. Les médicaments maintenant, et nous disposons des antihistaminiques. On utilise particulièrement ceux de deuxième génération qui ne sont pas sédatifs ou de troisième génération, qui sont efficaces sur les symptômes nasaux, sur également les symptômes associés. Et notamment les antihistaminiques sont efficaces quand il y a un prurite au fond de la gorge. Donc moi, souvent, quand ils viennent avec leur raclage, je mets ou j'associe les antihistaminiques. Les corticoïdes locaux, ils ont une efficacité supérieure aux antihistaminiques et ils sont particulièrement proposés quand on a des signes plus sévères et surtout quand il y a l'obstruction particulièrement. Donc ça peut bien sûr les soulager et on peut les prolonger pendant une bonne période. Sinon, on dispose du lavage narinaire par le sérum physiologique, mais également chez les plus grands, il y a aussi les irrigations qui peuvent être proposées. Les antihistaminiques, desloratadine, cétirizine, etc. Donc, tous ces médicaments peuvent être prescrits, existent en sirop ou en comprimé, en fonction de l'âge. Voici les corticoïdes nasaux, la fluticasone, la mométasone, Nasonex, ou le générique, le budesonide, etc. Donc, généralement, on donne une seule fois dans la journée pour avoir une bonne adhérence. Même pour les antihistaminiques, c'est une seule fois dans la journée. Suffisant. Donc, généralement, ces traitements, on ne les utilise pas au long cours. C'est souvent à la demande et en saison pollinique, on peut, par exemple, voilà, pour les acarias en automne, là où les enfants l'ont le plus gêné, on peut les prolonger pendant 2 mois, par exemple. C'est à la demande, mais généralement pas toute une année. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que les antileucotriennes, le singulaire, peut prendre une place. Parce que lui, on peut le prescrire, c'est un anti-inflammatoire, non stéroïdien, comme vous savez, et qui agit très, très bien sur la rhinite. Mais on peut le proposer, évidemment, quand ça peut nous améliorer. En fait, en efficacité, il a l'efficacité des antihistaminiques non sédatifs de deuxième génération. Mais moi, j'utilise beaucoup quand on a une rhinite quand même relativement sévère et que je n'ai pas envie de continuer les corticoïdes nasaux pendant une longue période. Donc, je les associe et ça peut améliorer beaucoup la qualité de vie. Quand en plus on a un asthme associé ou un asthme d'effort, ça peut être un bon phénotype pour une réponse aux antileucotriennes. Donc, pour revenir aux recommandations, donc l'efficacité des antihistaminiques est admise maintenant pour les symptômes nasaux. Donc, y compris l'obstruction, bien qu'elle soit moindre, les corticoïdes nasaux, les topiques locaux, donc ils ont une efficacité supérieure, donc ils sont proposés dans des formes un peu plus sévères et particulièrement les enfants qui ont une obstruction. Le montelokast, surtout quand il y a une association à l'asthme ou l'asthme d'effort, et comme je vous ai dit, ça peut nous faire épargner un peu les corticoïdes nasaux. Et donc, en sévérité, on a tendance chez les moins sévères à utiliser les antihistaminiques et chez les plus sévères, les corticoïdes nasaux. J'arrive à l'immunothérapie allergénique et je vous ai dit que c'est le traitement salvateur parce que c'est le seul qui agit sur l'étiologie allergique et peut en conséquence modifier l'histoire naturelle de la maladie allergique. Et selon l'OMS, comme je vous ai dit, c'est le seul traitement de la maladie allergique. Elle consiste à administrer des doses croissantes de l'allergène auquel le patient est sensibilisé pour atteindre une tolérance clinique ou une réduction des symptômes à l'exposition aux allergènes. Son objectif, tout à fait réaliste, c'est améliorer les symptômes, voire pourquoi pas les faire disparaître, diminuer le recours aux médicaments
voire ne plus les utiliser. Je vous ai dit que c'est un objectif réaliste et éviter l'aggravation, à savoir la survenue de l'asthme, comme je vous ai dit. Quand on a une rhinite, il y a un risque si on laisse aller les choses vers l'évolution vers l'asthme. Donc, une aggravation de l'allergie. Et puis, aussi, les nouvelles sensibilisations. On commence par les acariens, et puis par la suite arrive le pollen, si on laisse passer les choses. Et souvent, c'est le schéma. On a une rhinite, on ne fait pas d'immunothérapie, on ne l'explore pas, on la sous-estime, et on arrive à ce que l'asthme va atteindre ses enfants. Et puis, on a une sensibilisation d'abord aux acariens, et puis du coup, on va avoir en plus le pollen, et on sera en plus de difficultés pour aller vers une immunothérapie qui est généralement indiquée quand il y a un seul allergène. Mais bon, elle peut se négocier aussi pour 2 allergènes également, quand on a l'expérience et l'expertise. Les meilleures indications de l'immunothérapie, c'est l'asthme et la rhinite allergique. Dans la rhinite, on l'indique en cas, donc vous voyez là le schéma, l'indication, c'est quand vous avez une rhinite modérée à sévère, surtout persistante, intermittente ou persistante, mais elle est modérée à sévère, et résistante au traitement. Donc, on arrête les traitements, elle récidive. Donc, ils les améliorent. Donc, vous voyez, l'immunothérapie dans la rhinite allergique est une prescription beaucoup plus large que dans l'asthme, où on l'indique quand l'asthme est léger à modéré et bien contrôlé par les traitements. Donc, vous voyez, si on a l'association des deux, bien sûr, il faudrait que l'asthme soit bien contrôlé par les thérapeutiques pour aller vers une immunothérapie. On l'indique à partir de l'âge de 5 ans. Sa durée est en moyenne de 3 ans. On peut aller jusqu'à 5 ans. On est tenu par le coup. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de souci. On peut aller jusqu'à 5 ans. Il y a 2 moyens, le sous-cutané et le sublingual. Actuellement, nous ne disposons plus de sous-cutané. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Je préfère de loin les sublinguaux parce qu'ils sont plus faciles à manipuler au domicile et en fait, il n'y a presque pas d'effet secondaire, contrairement aux sous-cutanés où on doit les garder au moins 30 minutes dans le cabinet, ça doit être fait par un médecin ou en présence d'un médecin et les garder au moins 30 minutes. Il peut y avoir des effets systémiques relativement plus graves que ce qui se passe avec le sublingual où les seuls petits bobos, c'est peut-être la sensation de picotement sous la langue ou d'œdème, généralement vu au cours des premières doses, et puis ça a tendance à disparaître. Des douleurs abdominales, des fois, mais il faut savoir cracher après les 2 minutes sous la langue. On en reparlera de l'immunothérapie. Donc là, c'est simplement parce que je ne peux pas rater la rhinite allergique pour vous parler du traitement qui me semble le plus adéquat pour le traitement de la rhinite allergique. Alors, on peut aller vers les allergènes perannuels, les acariens ou les pollens, et on va faire une immunothérapie toute l'année pour les acariens, pré-saisonnier que saisonnier, sans diminuer les doses pendant la période pollinique. Au contraire, le fait d'utiliser des doses importantes va nous donner un effet positif déjà la première année. Bien sûr, il faudra pour cela faire une identification de l'allergène par les tests cutanés et l'espoir que nous attendons, c'est d'avoir une diminution des scores médicamenteux, des scores cliniques, bien entendu aussi, et que cet effet va perdurer alors qu'on a arrêté l'immunothérapie. Et cet effet bénéfique peut durer 2 ans et jusqu'à même 10 ans dans certaines études. Donc voilà, en résumé, donc, si on a des symptômes intermittents, donc on est beaucoup plus léger en thérapeutique. Et si on a par contre des symptômes persistants ou gênants quand ils sont légers, donc là, on va avoir recours aux thérapeutiques plus agressives
tels que les corticoïdes nasaux, voire les antileucotriennes, pour améliorer notre qualité de vie, et surtout l'immunothérapie allergénique. Donc, pour conclure, la rhinite allergique est fréquente chez l'enfant, elle retentit beaucoup sur sa qualité de vie. Les recommandations actuelles sont prises par l'ARIA et les recommandations sont là. Je vous ai parlé en plus des recommandations de mon expérience. Et bien sûr, il y a une efficacité, une bonne tolérance, que ce soit des antihistaminiques ou des corticoïdes nasaux. Et puis l'immunothérapie allergénique, maintenant on dit plus spécifique, donc allergénique, elle a une grande efficacité pour modifier l'histoire naturelle de cette maladie et ne la laisse pas évoluer vers l'asthme ou vers d'autres sensibilisations. Voilà, je vous remercie.